Bonjour. Hegel disait que la lecture du journal est la prière du matin du philosophe. Avec la naissance du cœur artificiel, c'est un beau jour qui commence. Avec le début des vacances, c'est une année qui s'achève. J'ai invité André Comte-Sponville. Il fait partie du comité d'éthique. Il vient de publier une nouvelle édition de son dictionnaire philosophique. À la lettre D, juste après dictionnaire, il y a Dieu. Bientôt, Noël, après 2014, c'est une fois pour toutes. André Comte-Sponville, bonjour. Bonjour. Pour parler de votre dictionnaire philosophique, de ce qui est arrivé en 2013, de Noël et aussi de vous, encore plus de vous, puisque c'est une fois pour toutes, je me suis dit que j'allais commencer, André Comte-Sponville, par une devinette. Je vais vous proposer de deviner un mot à partir de la définition que vous en donnez. Pour un dictionnaire classique, c'est évident. Pour un dictionnaire philosophique, c'est forcément plus difficile. Comme il s'agit d'abord d'une nouvelle édition de votre dictionnaire, je me suis précipité évidemment sur la précédente édition publiée il y a 10 ans pour repérer les mots que vous auriez effacés. Il n'y en a pas, j'en ai pas trouvé. Peut-être que j'ai mal cherché. Non, il n'y en a pas. J'en ai rajouté 394, mais je n'en ai supprimé aucun. Alors, c'est dans les 394 que j'ai choisi le mot que je voudrais vous faire deviner. Il surgit sous 2 appellations. Entre les 2 appellations, il y a juste une lettre qui change. Et surtout, vous écrivez que c'est un mot qui trahit quelque chose de notre époque, et vous dites pas seulement en France. Est-ce que vous voyez de quel mot... c'est le mot adolescent, peut-être bien. Alors là, chapeau. Oui, pourtant Dieu. J'avais préparé plusieurs indices, mais là, bingo. Je n'ai pas appris mon dictionnaire par cœur, mais ça, je me souviens effectivement. Oui, c'est ce mot. Adolescence et adolescent. Voilà, c'est un mot valise, comme on dit, adolescent, qui est forgé de la fusion, bien sûr, entre 2 mots, adulte d'un côté, adolescent de l'autre, pour désigner bizarrement cette tranche d'âge. Les sociologues disent c'est les 15-35 ans. Et c'est ça qui est un signe de l'époque, parce que si on m'avait dit, quand j'avais moi-même 15 ou 16 ans, que je faisais partie de la même tranche d'âge qu'un adulte de 30 ou 35 ans, ça m'aurait paru totalement absurde. Je pense qu'aujourd'hui encore, ça doit paraître absurde à ceux qui ont 15 ans. Peut-être, mais même si on m'avait dit 20 ans plus tard, quand j'avais moi-même 30 ou 35 ans, que j'appartenais à la même génération qu'un ado de 16 ou 17 ans, ça m'aurait paru parfaitement saugrenu. Or, aujourd'hui, en effet, et les sociologues et les psychologues nous disent qu'il y a bien quelque chose de commun aujourd'hui entre les adolescents et les jeunes adultes, ce qui dit quelque chose sur notre époque, notamment sur la difficulté à devenir adulte. En partie parce que le monde du travail est peu accueillant pour les jeunes, mais aussi peut-être parce que règne une espèce de jeunisme qui fait que beaucoup de nos jeunes adultes sont en vérité des adolescents prolongés. Vous croyez ça encore aujourd'hui, que la mode est au jeunisme avec la crise? Vous pensez qu'elle est encore au jeunisme? Oui, encore une fois, le marché du travail est très peu accueillant pour les jeunes, mais la différence avec notre jeunesse à nous, si vous voulez, c'est que nous avions envie de devenir adultes. Mon ami Luc Ferry le faisait remarquer à un colloque où nous étions ensemble, quand nous étudions au lycée Corneille, Molière, Racine. Reconnaissons que ça ne nous passionnait pas. Mais pour nous, ça faisait partie du monde adulte dans lequel nous avions envie d'entrer. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes qui étudient encore, quand c'est le cas Corneille, Molière ou Racine, ça ne les passionne toujours pas, ça fait toujours partie du monde adulte, sauf qu'ils n'ont plus du tout envie d'y entrer, si vous voulez. Et là, il y a quelque chose, effectivement, qui a changé, et c'est pourquoi ce mot d'adolescent fait partie, en effet, des signes, des mots caractéristiques de notre époque. Adulte, c'était déjà dans la précédente édition, et là, vous dites avec encore plus de force que vous trouvez que c'est très bien d'être adulte. Bien sûr, je trouve que la maturité est une bonne chose. C'est l'un des rares points où je ne peux pas approuver Jacques Brel, que j'aime infiniment par ailleurs, mais quand il dit dans une chanson, il nous fallut bien du talent pour devenir vieux sans être adulte. Je cite de mémoire, mais c'est à peu près ça. Mais non, bien sûr, devenir vieux en restant enfant, alors quelle catastrophe! Mûrir, grandir, c'est un chemin non seulement nécessaire, mais c'est un chemin positif, si vous voulez. Et moi, j'en ai un peu marre qu'on passe son temps à célébrer l'enfance en oubliant que l'enfance,
ça sert à grandir, ça sert au fond à devenir adulte. Alors entre les deux, il y a l'adolescence, période que j'aime beaucoup, j'en garde un très bon souvenir. Ça m'émeut quand je vois l'adolescence des jeunes devant moi, mais à nouveau, l'adolescence n'a de sens que comme passage. Ben voilà, moi je sais du coup quelle est la différence entre un dictionnaire et un dictionnaire philosophique. Dans un dictionnaire philosophique, je dirais pas qu'on fait la morale, mais en tout cas, on exprime une morale, comme vous venez de le faire. En tout cas, on fait de la philosophie. Et je dirais que c'est même la différence entre un dictionnaire philosophique, vous savez que j'ai repris le titre de Voltaire, et un dictionnaire de philosophie. Parce qu'un dictionnaire de philosophie, il y en a beaucoup sur le marché, dont certains sont fort bien faits, mais un dictionnaire de philosophie, il a la philosophie pour objet, qui lui reste en quelque chose extérieur. Et quelle philosophie ? Aucune philosophie en particulier, la philosophie en général. Sauf que la philosophie en général, ça n'existe pas, ou ça n'est qu'une abstraction. Et c'est pourquoi la plupart des dictionnaires de philosophie sont toujours impersonnels et, reconnaissons-le, passablement ennuyeux. Alors qu'un dictionnaire philosophique, comme celui de Voltaire, comme le mien, il n'a pas la philosophie pour objet qui lui resterait extérieur, il a la philosophie pour contenu, qui lui est par définition intérieure, et non pas la philosophie en général, mais une philosophie en particulier, celle bien sûr de l'auteur qui a écrit ce dictionnaire philosophique, celle de Voltaire ou la mienne en l'occurrence. André Comte-Sponville, j'ai dit que vous faisiez partie du comité d'éthique. Alors, c'est une coïncidence comme on réserve souvent l'actualité. Cette semaine qui se conclut par cette nouvelle formidable, la naissance du cœur artificiel, avait commencé lundi à la demande de votre comité d'éthique par l'avis rendu par une conférence de citoyens sur la fin de vie et qui propose qu'on légalise le suicide assisté. Cette conférence de citoyens, ce sont 18 personnes choisies par l'IFOP pour veiller à la diversité des gens, des opinions, mais qui ne sont pas des experts. Experts, j'ai regardé la définition que vous donnez dans le dictionnaire et je vous lis « Celui qui accepte une mission d'expertise sur un sujet où il n'est pas compétent n'est plus un expert, c'est un margoulin. » Eh ben, voilà, je pense que la conférence des citoyens doit pas avoir une immense importance parce que pour justement, vous. La conférence des citoyens réunit des gens qui ne prétendent pas être des experts. Leur fonction n'est pas une fonction d'expertise, c'est une fonction de réflexion, de débat citoyen, c'est le mot qu'on utilise ordinairement, afin d'aboutir, quand c'est possible, à une forme de consensus. C'est un peu ce qu'on appellerait en médecine des conférences de consensus. Et donc c'est justement parce que ce ne sont pas des experts, parce qu'ils sont choisis par l'IFOP, non pas au nom d'une compétence, mais parce qu'ils représentent en gros la diversité du peuple français. Donc vous approuvez. Qu'ils apportent quelque chose. Alors, cela dit, c'est pas le CCNE qui a pris l'initiative. C'est la loi qui stipule que le comité d'éthique doit organiser sur telle ou telle question des débats citoyens. Comme la loi nous l'impose, nous l'avons fait. Je ne suis pas convaincu que la loi ici soit très justifiée, mais la loi est la loi. Pourquoi vous pensez qu'elle n'est pas forcément très justifiée ? Parce que je ne vois pas pourquoi ce serait le comité consultatif national d'éthique qui devrait organiser ces conférences citoyennes. Ça n'est pas notre métier, ça n'est pas notre savoir-faire. On a d'ailleurs peu de moyens pour le faire. En revanche, qu'il y ait des débats citoyens, ça me paraît une bonne chose. Et comme en l'occurrence, pour dire la chose clairement, la position de cette assemblée de citoyens, les 18 personnes choisies par l'IFOP, est beaucoup plus proche de mes positions personnelles que celle du comité consultatif national d'éthique. Au fond, je m'en réjouis. Mais disons que maintenant, disons la chose, il y a eu 3 rapports. Le rapport de la commission SICAR, il y a 1 an ou 2. L'avis du comité consultatif national d'éthique, dont je suis membre, même si encore une fois, je n'approuve pas l'avis qui a été décidé il y a quelques mois. Enfin, maintenant, c'est cette assemblée ce conseil de citoyens. Ça fait maintenant 3 rapports, 3 textes. Il est temps que les politiques, c'est-à-dire le Parlement, prennent leurs responsabilités. Et pour ma part, je souhaite une nouvelle loi qui légalise en effet le suicide assisté, qui légalise ce qu'on appelle l'euthanasie volontaire. Ils expriment ce que vous pensez. Qui est demandé par le patient lui-même. Et oui, bien sûr, je souhaite une loi qui corresponde non seulement à ce que je pense, mais à ce que pense une très grosse majorité de nos concitoyens. Et c'est ce que va dire aussi dans son prochain avis le comité d'éthique qui, jusqu'à présent, disait le contraire. On va voir, mais je pense qu'on n'aurons pas à nous reprononcer sur la question. D'abord parce que nous avons émis un avis il y a maintenant 4 ou 5 mois. On ne va pas faire un avis sur la même question tous les ans. Donc je pense que pour ce qui est du CCNE, l'affaire est close. Mais attendez, là, c'est pas au Parlement clair, cette maintenant histoire. de prendre ses responsabilités. C'est pas clair cette histoire parce que
quand le comité d'éthique, dont vous faisiez déjà partie, s'était exprimé pour une exception d'euthanasie. Vous aviez dit vous-même que c'était une bonne nouvelle, que cette formule, elle était une formule heureuse. Oui, mais là, les citoyens, ils vous demandent plus. Ils vous demandent l'assistance au suicide. Là, vous confondez deux avis. Celui pour lequel j'ai parlé d'une exception heureuse, c'était l'avis de 2001. À l'époque, je n'en étais pas membre. L'avis de 2013, qui vient d'être rendu, ne reprend pas cette expression, marque d'ailleurs quelques avancées sur la sédation terminale, sur les directives anticipées et sur les soins palliatifs. Mais pour ce qui est de l'euthanasie, l'avis récent du CCNE était clairement opposé à un changement de loi. L'avis des 18 citoyens qui ont été rassemblés est au contraire favorable à un changement de loi, mais ce n'est pas le CCNE qui va décider, ce n'est pas non plus ces 18 citoyens, c'est bien sûr, encore une fois, au Parlement de prendre sa responsabilité. Je souhaite qu'il le fasse. Alors, à bioéthique, au mot bioéthique, vous avez glissé le texte que vous aviez rédigé pour les 30 ans du comité d'éthique. Vous voyez que je vous lis, que je vous suis, et où vous expliquez de façon un peu surprenante qu'il n'y a pas sur l'euthanasie de conflits de valeurs, et vous dites pas plus qu'il y en avait sur la loi Veil. Oui, parce sur l'avortement, il y en avait un. Sur l'avortement, parce que s'il y avait eu à l'époque autant de débats, c'est bien qu'il y avait une confrontation. Oui, mais pas entre les valeurs. Prenons l'exemple de la loi Veil, qui est peut-être le plus simple. Il y avait d'un côté ceux qui étaient pour la loi Veil, au nom, au fond, du respect de la liberté, et spécialement de la liberté des femmes. Et il y a ceux qui étaient contre, au nom du respect de la vie. Très bien. Mais ceux qui étaient en faveur de la loi Veil, ça ne veut pas dire que pour eux, le respect de la vie n'était pas une valeur. Ça veut dire simplement que le respect de la liberté était une valeur encore supérieure au respect de la vie. À l'inverse, ceux qui étaient opposés à la loi Veil, ça ne veut pas dire que pour eux la liberté n'était pas une valeur. Bien sûr que c'en était une, mais une valeur qui leur paraissait inférieure au respect de la vie. Si bien que des deux côtés, dans les deux camps, il y avait les deux mêmes valeurs. D'un côté, respect de la vie, et de l'autre côté, amour de la liberté, pourrait-on dire. Ceux qui les opposaient, ce n'étaient pas deux valeurs différentes, c'était deux hiérarchies différentes entre deux valeurs identiques. Les uns mettaient la liberté plus haut que la vie et donc légitimement revendiquaient le droit de pouvoir demander un avortement. D'autres, au contraire, mettaient la vie plus haut que la liberté et donc s'opposaient à toute demande d'avortement. André Comte-Sponville, la loi Veil dit quand même que les femmes qui choisissent de faire un avortement ne sont pas des criminels. C'est sorti du code pénal. Avant, ce n'était pas le cas. Donc la loi exprime bien des valeurs. Pourquoi vous voulez la loi exprime des valeurs? Non, la loi ne dit nulle part que l'avortement est moralement innocent. La loi dit l'avortement est légalement autorisé pendant les 11 premières semaines de la grossesse. Mais tout ce qui est légal n'est pas forcément moral, de même d'ailleurs que tout ce qui est illégal n'est pas forcément immoral. On peut très bien envisager une femme qui, tout en connaissant la loi Veil, refuse de demander l'avortement parce qu'à ses yeux, tel avortement, il n'y a que des cas particuliers, serait une faute morale. À l'inverse, on peut très bien imaginer qu'un individu juge par exemple qu'il est de son devoir moral d'aider son père ou son enfant à mourir, quand bien même il sait que la loi en France actuellement l'interdit. Autrement dit, arrêtons de confondre le bien et le droit. Arrêtons de confondre la morale. Mais vous faites au comité d'éthique de l'éthique ou vous faites de la politique? Vous pensez qu'en réalité, le comité d'éthique doit faire de la politique? Non, pas du tout. Je pense que le comité d'éthique doit essayer d'éclaircir les problèmes moraux qui se posent de façon consensuelle quand c'est possible, de façon dissensuelle quand ça paraît inévitable. Et après, c'est au Parlement, aux politiques de décider. Rappelons que le comité est un comité consultatif national d'éthique. Autrement dit, par définition, ce n'est pas nous qui décidons. Simplement, il arrive que les problèmes soient tellement compliqués, alors pas tellement sur l'euthanasie d'ailleurs, mais sur la recherche sur l'embryon, etc., qu'il faut commencer par éclaircir le problème pour aider les politiques à prendre une décision. André Comte-Sponville, tous les ans, au mois de décembre, tous les médias désignent l'homme de l'année. Il semblerait que cette année, il y ait un consensus. Annuncio vobis gaudium magnum habemus papam eminentissimum ac reverendissimum dominum Georgium Marium Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio qui sibi nomen imposuit Franciscum. Franciscum, le pape François, vous l'auriez choisi vous aussi comme l'homme de l'année?
Écoutez, ce genre de choix est toujours un petit peu C'est dérisoire. pas votre style. Disons Oui, que ça bon. ne me choque pas. Ce pape est plutôt, au fond, plutôt sympathique. Vous savez que je suis athée, mais c'est vrai qu'après la figure très, très conservatrice de Benoît XVI, on a plaisir, au fond, à voir un pape qui semble plus ouvert et davantage soucieux des plus pauvres et des plus faibles dans notre Dans le pays. dictionnaire, il n'y a pas le mot pape, mais il y a papisme. Oui, il n'y a pas le mot Il pape. n'est pas papiste, ce pape. Ah, il est sans doute papiste. Papiste, au fond, c'est un synonyme péjoratif pour dire catholique. C'est le mot qu'utilisaient les protestants pour désigner les catholiques, en ayant l'idée que se soumettre à un pape, c'était déjà une erreur. Et au fond, j'en suis d'accord. Vous savez, un de mes amis juifs me disait un jour, la chance qu'on a, nous les juifs, c'est que chez nous, il n'y a pas de pape. Je trouve que c'est en effet un avantage important. Dans 4 jours, là, c'est Noël. On apprend dans le dictionnaire que le philosophe Alain pensait que Noël était la vraie fête chrétienne, que c'était pas Pâques. Ah non, il disait non, que Pâques, c'était une... Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Alain pensait que Noël était la vraie fête de l'esprit. Pâques, c'est la vraie fête chrétienne. Parce qu'au fond, être chrétien, c'est pas croire qu'il est né un petit enfant dans une crèche il y a un peu plus de 2000 ans. C'est croire que le Christ a ressuscité. Et ça, c'est la fête de Pâques. En revanche, pour Alain, qui était aussi athée que moi, Noël est la vraie fête de l'esprit parce qu'au fond, ce qu'on célèbre dans Noël, c'est la faiblesse de l'enfant. Cette faiblesse est Dieu, dit Alain. Parce qu'au fond, ce qu'on appelle Dieu, pour un athée, c'est ce qui mérite qu'on se sacrifie pour lui, qu'on s'en occupe, qu'on lui apporte tous ses soins. Si bien que c'est justement la faiblesse de ce petit nouveau-né, mais ça vaut au fond pour tout nouveau-né, qui est ce que nous mettons le plus haut. Vous pensez, votre fête à vous, vous dites c'est le vendredi saint. Oui, c'est le vendredi saint. Autrement dit, c'est quand le Christ, sur la croix, citant le psalmiste, gémit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment-là, Jésus est notre frère vraiment, puisqu'il partage notre souffrance, notre misère, notre détresse, notre angoisse, peut-être à ce moment-là, notre désespoir. Alors bien sûr, la différence est que pour les chrétiens, dont je ne suis pas, l'histoire continue 3 jours de plus. Et comme ces 3 jours ouvrent sur l'éternité par la résurrection, ça fait quand même une sacrée différence. Mais sincèrement, est-ce qu'il serait raisonnable d'accorder davantage d'importance à ces 3 jours qui nous séparent qu'aux 33 années qui précèdent, dans le souvenir ému desquelles nous pouvons communier? Parce que moi, qui suis un athée fidèle, je suis comme Spinoza. Spinoza, dans une lettre, écrit à un de ses correspondants chrétiens, « Comme vous, je prends la crucifixion du Christ à la lettre, mais à la différence de vous, je ne prends sa résurrection qu'en un sens allégorique. » Autrement dit, je veux bien croire que le Christ est ressuscité. En vérité, ce n'est pas une vérité historique, mais on n'en sait rien. Mais la chose ne me paraît pas invraisemblable. Je ne crois pas du tout qu'il soit ressuscité. Mais une religion qui célèbre au fond la faiblesse de l'homme, dans ces 2 pôles, la faiblesse du nouveau-né et la faiblesse de l'innocent supplicié, c'est quand même mieux, dirait Alain, et je suis d'accord, qu'une religion qui célèbre la force. Comment vous, qui dites sans arrêt, je ne suis pas chrétien, parce qu'on pourrait avoir un doute, comment vous pouvez dire que dans les religions, la fidélité est plus importante que la foi? C'est d'abord parce que je n'ai pas la foi. Après, c'est une question de définition. Ce que j'entends par fidélité, dans la foi, c'est la croyance en Dieu. Ce que j'entends par fidélité, c'est l'attachement à un certain nombre de valeurs que nous avons reçues, qui sont nées le plus souvent dans les grandes traditions religieuses, spécialement dans les 3 grands monothéismes pour ce qui est de nos civilisations, qui ont été transmises pendant des siècles par la religion, spécialement par l'Église catholique pour notre pays, mais dont rien ne prouve qu'elles aient besoin d'un Dieu pour subsister. Dont tout prouve au contraire que nous avons besoin d'elles, besoin de ces valeurs pour subsister d'une façon qui nous paraisse humainement acceptable. Sincèrement, est-ce que vous avez besoin de croire en Dieu pour penser que la sincérité vaut mieux que le mensonge, que le courage vaut mieux que la lâcheté, que la générosité vaut mieux que l'égoïsme, que la douceur et la compassion valent mieux que la violence et la haine, que la violence et la cruauté, ou que l'amour vaut mieux que la haine? Bien sûr que non. Alors si vous êtes croyant, vous avez à la fois la foi et la fidélité. C'est la figure traditionnelle, c'est ce qu'on appelle la piété, et c'est pas moi qui vous le reprocherai. Mais si vous n'avez pas ou plus la foi, il vous reste à être au moins fidèle à ces valeurs que nous avons reçues et que donc nous avons à charge de transmettre. Parce que la seule façon d'être vraiment fidèle à ce qu'on a reçu, c'est évidemment de le transmettre. Bref, ça n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 2000 ans de civilisation chrétienne. Ça n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 3000 ans de civilisation judéo-chrétienne. Au mot judaïsme, c'est bien parce que de temps en temps, dans le dictionnaire, vous racontez des histoires. Et au mot judaïsme, vous racontez le dialogue de 2 rabbins.
Vous vous souvenez? Oui, je me souviens très bien, évidemment. Oui, je raconte des histoires parce que c'est un dictionnaire comme celui de Alors, Voltaire qui racontez. se veut résolument personnel et subjectif. Alors, je raconte l'histoire des deux rabbins. Ce sont donc deux amis rabbins qui dînent un soir ensemble et qui discutent tous les deux de l'existence de Dieu. Et nos deux rabbins concluent finalement que Dieu n'existe pas. Sur ce, ils vont se coucher, ils dorment, le jour se lève, l'un de nos deux rabbins se réveille, cherche son ami rabbin dans la maison, ne le trouve pas dans la maison, va le chercher dehors dans le jardin. Et le trouve en effet dans le jardin en train de faire ses prières rituelles du matin. Alors il va le voir un peu interloqué, il lui dit « qu'est-ce que tu fais ?» L'autre lui répond « tu vois bien, je fais mes prières rituelles du matin. » Oui, lui dit le premier, mais écoute, on en a parlé toute une partie de la nuit, on a conclu que Dieu finalement n'existait pas, et toi maintenant tu fais tes prières rituelles du matin? L'autre lui répond simplement, qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans? Humour juif, sagesse juive. Humour juif parce qu'il y a quelque chose de rigolo, d'étrange à faire ses prières quand on ne croit pas en Dieu, mais sagesse juive parce qu'est-ce qu'il est raisonnable, sous prétexte qu'on ne croit plus en Dieu, de renoncer à toutes les valeurs humaines qui, pendant des siècles, se sont dit à travers les grandes religions. André Comte-Sponville, autre écho, autre séquence sonore de 2013. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Merci, monsieur le député, de m'avoir permis de le dire devant la représentation nationale. Voilà, là, le mensonge. Le mensonge qui figurait déjà dans la première édition de votre dictionnaire philosophique, mais vous avez ajouté la corruption. Et pour lutter contre la corruption, je pense qu'il faudrait peut-être diffuser à très grande échelle la définition que vous donnez, vous, les philosophes de la corruption. Quelle est la définition philosophique de la corruption, André Comte-Sponville? La corruption, notamment chez Aristote, c'est un corps qui se corrompt. Mais le cadavre est un exemple de corruption. C'est passer au fond de l'être au non-être, du vivant au non-vivant. Bien sûr, quand on parle de la corruption d'un homme politique, c'est en un tout autre sens, qui suppose qu'il s'est laissé acheter. Mais ça veut dire aussi que se laisser acheter en quelque chose, c'est n'être plus tout à fait à la hauteur de l'être vivant, autonome qu'on est censé être. Votre best-seller, des best-sellers, c'était évidemment le petit traité des grandes vertus. Là, dans le dictionnaire, vous dressez la liste des péchés capitaux qui ne sont pas ceux des religions. Vous avez vos propres péchés capitaux. Vous n'y mettez pas le mensonge, mais la mauvaise foi. Se mentir à soi-même. Oui, parce que mentir à toi-même. Cahuzac se mentait probablement pas à lui-même, donc vous lui pardonnez plus facilement. Se mentir à soi-même et aussi mentir aux autres. Mais l'avantage de la notion de mauvaise foi, c'est qu'elle inclut les deux dimensions du mensonge, si vous voulez. Quand on dit de quelqu'un, vous êtes de mauvaise foi, ça peut vouloir dire qu'il a menti à d'autres, ou ça peut vouloir dire qu'il se ment à lui-même. Et c'est justement parce qu'il y a ces deux sens que la notion de mauvaise foi me paraît plus importante que celle simplement de mensonge. Bon, vous mettez aussi la suffisance. Est-ce que c'est pas la bêtise, la suffisance? Ah non, la suffisance, c'est se prendre au sérieux, c'est être content de soi, c'est l'esprit de sérieux. Mais disons la chose, pour aller droit à l'essentiel, le péché capital, pour moi, le plus important, c'est l'égoïsme. Ouais. Non pas que ça soit toujours le plus grave, égoïste, on l'est toujours un peu, mais parce qu'il est au principe de tous les autres. Et ce qu'on entend par péché capital, c'est pas forcément le péché le plus grave, c'est celui d'où les autres dérivent. Et donc le principal, c'est l'égoïsme. Le plus condamnable, à mon sens, c'est la cruauté. La suffisance vient loin derrière, mais malgré tout, c'est effectivement un défaut. Et je crois que beaucoup de gens s'autorisent soit le pire, soit le médiocre, au nom de la très haute idée qu'ils ont d'eux-mêmes. Eh bien voilà, ce que j'appelle la suffisance, c'est ça. Dans le dictionnaire, il y a mode. Le mode, le comportement, et la mode. Quand vous avez publié le petit traité des grandes vertus, vous étiez à ce moment-là le philosophe le plus médiatique. Et puis après, on ne vous a plus entendu. Je me souviens de vous l'avoir dit un jour, je vous ai dit, mais on ne vous entend plus. Et vous m'avez répondu, mais vous ne m'invitez plus. Et je dois dire que votre franchise, voilà, je me suis souvenu, parce que je n'ai pas su quoi répondre, je suis resté tout bête. Est-ce que vous pensez, André Comte-Sponville, qu'il y a une mode des philosophes? Oui, il y a une mode des philosophes, mais un mot d'abord sur l'épisode que vous évoquez. C'est vrai que je ne suis jamais aussi souvent passé à la radio ou à la télé qu'au moment du succès invraisemblable du petit traité des grandes vertus. Et en même temps, je n'ai jamais de ma vie refusé
autant d'invitations à la radio et à la télé qu'à ce moment-là. J'étais invité toutes les semaines. On me proposait des émissions mensuelles, de créer des émissions que j'aurais moi-même animées. J'ai tout refusé. 5 ou 10 ans plus tard, comme c'était parfaitement prévisible et tout à fait normal, on m'invite beaucoup moins. Et donc le paradoxe, c'est que j'en refuse moins aujourd'hui qu'à l'époque. J'en refuse encore, et notamment à la télévision, où il faut reconnaître que l'absence de bonnes émissions fait qu'on a rarement envie d'y aller. Mais voilà, donc c'est pas un choix délibéré. Mais c'est pas ma question. Ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on est très écouté, très demandé, et puis qu'à un moment après, on l'est plus. C'est une question qui vaut pas seulement pour les philosophes, qui vaut pour les hommes politiques. Mais... La mode, c'est ce qui se démode, comme chacun sait, parce que les médias sont suivis. Il suffit qu'un livre est un énorme succès pour que les médias en parlent, et donc le succès est encore augmenté. Moi, je suis très content que le Petit Traité ait eu le succès qu'il a eu. Je pense que d'autres livres que j'ai écrits avant ou après étaient tout à fait aussi bons, si vous voulez. Mais n'ont pas eu le même succès. Non, mais et alors? C'est normal. C'est normal. Autrement dit, le succès n'est pas un critère de valeur, ni positivement, ni négativement. Certains ont tendance à penser qu'un livre qui a un très grand succès est forcément mauvais. Je n'en crois rien. D'autres pensent qu'un livre qui a un grand succès est forcément bon. Je n'en crois rien non plus. Autrement dit, il y a une part de contingence, en vérité, dans laquelle les médias ont leur part de responsabilité. Voilà, le succès n'est pas une preuve, ni une preuve de talent, ni une preuve d'absence de talent. Bon, il y a politiquement correct dans le dictionnaire. Qu'est-ce qui est aujourd'hui politiquement correct ? D'abord, disons qu'en France, le politiquement correct, c'est presque toujours un moralement correct. Autrement dit, le principe du politiquement correct, c'est de dire le bien plutôt que le vrai. Et ne pas s'occuper du vrai quand ça ne correspond pas à ce qu'on voudrait alors. L'exemple que je prends dans l'article politiquement correct, c'est que il est politiquement correct de dire que l'islamisme n'a rigoureusement rien à voir avec l'islam, qui est une religion de paix, de tolérance et d'amour. C'est ce que j'appelle dire le bien. Autrement dit, c'est ce que tout le monde souhaiterait, tout le monde voudrait que l'islam n'ait rien à voir avec l'islamisme. Sauf que les islamistes, qui sont tous musulmans, tout musulman n'est pas islamiste, mais tout islamiste est musulman, dont plusieurs connaissent le Coran par cœur, sont peut-être beaucoup mieux que ceux qui les dénigrent. Sont peut-être mieux placés que tel ou tel homme politique qui ne connaît le Coran que par quelques citations qu'il a lues dans des journaux bien pensants, pour savoir si oui ou non il y a un rapport entre l'islam et l'islamisme. Voilà. Autrement dit, le politiquement correct, c'est se faire plaisir à bon compte, se rassurer à bon compte, mettre les bons sentiments à la place de la lucidité. Je crois que c'est un danger énorme, parce que pour agir efficacement, mieux vaut la lucidité que les bons sentiments. Dans les mots, il y a longaminité et océanique. Vous êtes longamine et océanique. Océanique, dans le meilleur des cas. La longanimité, c'est la grandeur d'âme saisie dans la durée. L'océan océanique, c'est ce mot que Freud utilise, enfin ce mot que Freud emprunte à son ami vénéré Romain Rolland, comme il dit lui-même, pour désigner l'état de paix, de quiétude, voire de béatitude que l'on ressent parfois dans certains états modifiés de conscience, comme on dit aujourd'hui, disons, dans certains états mystiques, non pas du fait de la rencontre d'une transcendance, de Dieu, du tout autre, mais au contraire du fait de l'immersion dans le tout même. C'est plutôt une spiritualité orientale, si vous voulez, c'est être un avec tout. Eh bien, ceux qui l'ont vécu, ça m'est arrivé à moi quelques fois, savent que c'est ce qu'on peut vivre de meilleur, de plus heureux et en même temps de plus simple. T'as pas un petit quelque chose avec la foi, là, à voir? Non, parce que c'est pas la rencontre de quelqu'un, c'est l'immersion dans la nature. Alors que la nature existe, ça relève pas de la foi, ça relève de l'expérience et du constat. C'est une spiritualité non religieuse, une spiritualité sans Dieu, et ça n'est pas parce que je suis athée que je vais renoncer à toute vie spirituelle. Je sais pas combien de fois vous leur avez dit je suis pas athée. Il y a un mot terrible, oui, je suis, vous voyez, moi-même, il y a un mot terrible pour la radio, indicible. Oui, mais c'est comme quoi, c'est peut-être la limite de la radio. Oui, l'indicible, c'est ce qu'on ne peut pas dire. En un sens, c'est le réel lui-même, en tant qu'on ne pourra jamais le dire complètement. Le présent ne succède qu'à lui-même, c'est ce qu'on appelle le présent, et c'est en quoi il est éternel. C'est de vous, et c'est une fois pour toutes. Merci André Comte-Sponville. Merci à vous.